Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. On le sait, l'information est au cœur des enjeux de pouvoir et peut même s'avérer une puissante arme politique qui agit sur nos représentations et façonne notre rapport au monde. Le web a démocratisé l'accès à l'information, mais a-t-il pour autant eu un impact sur la distribution des places, des rôles et des pouvoirs au sein de la société? Et qu'en sera-t-il avec le développement galopant de l'intelligence artificielle? Frédéric Bardot est président et cofondateur de Simplon, école de formation gratuite au numérique qui a déjà formé plus de 30 000 personnes. Diplômé en sciences politiques et en intelligence économique, Frédéric travaille depuis 25 ans à faire converger numérique et impact. Il a été élu personnalité IT de l'année 2022 par les lecteurs du monde informatique et a obtenu en 2023 le prix de l'audace des HEC Alumni. Il est également auteur avec Nicolas Danet de Anonymous, peuvent-ils changer le monde? Nous allons revenir avec lui sur l'histoire du numérique pour tenter de comprendre son impact sur l'ordre établi, impact direct et parfois indirect à travers des actions plus clandestines. Accrochez-vous, on va parler aujourd'hui de cyberculture, de hackers, d'intelligence artificielle et bien sûr d'ordre établi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous expliquez dans votre livre Anonymous que 2 types de populations sont à l'origine du développement d'Internet aux États-Unis dans les années 60. D'un côté, des universitaires et de l'autre, la contre-culture qui s'appuie sur l'informatique pour imaginer une nouvelle utopie. Alors, quels sont les principes de cette contre-culture et quelle utopie imagine-t-il? Il faut se replacer dans le contexte, hein. On est dans les années 60-70 aux États-Unis et donc il y a tout le mouvement pour le droit civique, l'opposition à la guerre du Vietnam, le mouvement des hippies. Donc c'est un peu ce contexte-là. Ça, c'est le contexte global. Et en Californie et dans certaines universités américaines, il y a un autre mouvement qui naît, qu'on appelle le mouvement communaliste, et qui effectivement consiste à dire qu'il faut recréer des communautés, se mettre à l'écart un petit peu de la société, et puis retrouver des liens et refaire société au sein de la société. Et donc, c'est cette idéologie-là et cette culture-là, en fait, elle va se jeter sur le début de l'informatique personnelle et puis l'Internet et puis bientôt le web qui va arriver pour essayer de se dire peut-être que ce village ou ces communautés-là, elles peuvent avoir lieu dans le monde du numérique. Donc c'est un petit peu ça qui préside un peu au départ de la cyberculture dans le contexte de la naissance de l'Internet aux États-Unis. D'accord. Et donc, cette utopie, c'est une vision communautaire, en fait, de C'est la ça, vie en communautaire, mais société. à l'américaine, hein. Vous savez, la communauté aux États-Unis, elle n'a pas le même sens que qu'ici, hein. Donc, effectivement, là, c'est plutôt effectivement le communalisme, ils appellent ça, hein. Donc, c'est une vie en commun, mais un peu à l'américaine. Donc, il y a aussi un peu d'individualisme. Je veux dire, c'est pas communiste, quoi. C'est pas à ce niveau-là. Mais oui, oui, il y a vraiment cette idée qu'on peut, en dehors de la société, en fait, recréer une société à part et pouvoir y reproduire d'autres types de rapports entre les gens et pas forcément ceux qu'on voit dans la société, surtout à cette époque un peu troublée, là où les GI se font tuer pour des raisons un peu obscures au Vietnam et où l'armée, effectivement, finance beaucoup la création de l'Internet. Ok. Et alors, pour bien comprendre leur lien avec le démarrage du web, En fait, il y a une proximité géographique, hein, c'est-à-dire que dans les universités, il y a des hippies, il y a des étudiants, et puis dans la Silicon Valley et dans la baie de San Francisco, effectivement, il y a ce mouvement un peu communaliste et un peu alternatif qui, qui prend lieu. Donc, il y a à la fois une proximité sociologique, hein, oui. liée à l'université et aussi une proximité géographique.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Mais il y a vraiment, on dit souvent, il y a un super historien de la cyberculture, hein, qui s'appelle Fred Turner et qui dit que bah, vraiment Internet naît dans une espèce de creuset où il y a le mélange de l'argent de l'armée, des chercheurs et des universitaires, du LSD, parce que c'est dans ces communautés-là aussi que se font, et aussi à l'université, des expériences sur l'emploi du LSD pour ouvrir les portes de la perception. Donc là, on est Hmm. sur du Huxley, sur du Timothy Leary, etc. Et puis après, effectivement, les premiers early adopters des technologies et le mouvement des communalistes et des hippies. Donc il y a une espèce de syncrétisme là, un peu bizarre, hein, avec des mélanges entre des militaires et des gens qui prennent du LSD. Mais effectivement, tout ça, ça bouillonne à peu près au même moment et dans les mêmes lieux, quoi. D'accord. Alors, puis viendra dans les années 80 la cyberculture, héritière, vous dites, de la contre-culture. Comment la définiriez-vous et qu'apporte-t-elle de nouveau? Bah après, il se passe effectivement, donc l'informatique personnelle, elle arrive dans les années 80, et là, il se passe quelque chose qui est assez bien décrit par des gens comme Fred Turner, c'est que le côté communaliste, un peu hippie, un peu gauchiste, hein, quelque part, même si ça n'a pas beaucoup de sens dans un contexte américain, Hmm. le gauchisme, en fait, ça dérape un peu vers une idée de l'empowerment par la technologie, et c'est de là que commence à naître un peu les cultures des hackers, etc. Et en fait, beaucoup de gens disent que là, on passe d'une culture bah, communaliste, un petit peu gauchiste, à une culture plus libertaire, mais presque libertarienne, c'est-à-dire presque individualiste. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a des gens qui commencent à dire bah, que les ordinateurs personnels sont une nouvelle arme et une nouvelle manière, on va dire, de démultiplier les possibilités des personnes. Et donc là, on est moins dans le communalisme, mais on est plus dans l'individu qui se sert de nouveaux outils pour démultiplier sa force, son impact. Et là, on commence à déraper un peu sur des choses qui sont plus entrepreneuriales, ouais, plus de la logique du créateur, de quelqu'un qui va créer avec des nouveaux outils. Donc c'est à ce moment-là que naît Apple, que naissent un peu ces entreprises-là. Et donc là, on est plus sur des figures plus individuelles, moins communautaires. Et là où on voulait au départ peut-être faire une communauté à part de la communauté, bah là pour le coup c'est plutôt des individus qui sont mis en avant et les nouvelles capacités que l'informatique leur donne. D'accord. Donc une dimension entrepreneuriale, mais avec une vision politique derrière, ou c'est vraiment très individualiste, uniquement Non, pour il y a le... toujours cette vision politique, mais elle est plus, je vous dis, on est à la frontière entre le libertaire et le libertarien. C'est-à-dire il y a l'idée que c'est à ce moment-là que des gens comme John Perry Barlow, par exemple, qui était le parolier des Grateful Dead, hein, donc des, un groupe de musique assez alternatif, un peu punk, écrit la déclaration d'indépendance du cyberespace, où il dit en fait, bah, vous, puissance d'acier et de politique, genre les politiques, les entreprises et les militaires, il met tout ça dans le même sac, il dit que vous n'êtes pas chez vous sur Internet, c'est-à-dire qu'on est, c'est chez nous, c'est un nouvel espace, c'est un nouveau monde, et c'est notre monde à nous. Donc là, il y a un truc hein, qui est assez politique, hein, de dire, bon, bah voilà, on se réapproprie ces technologies-là, un peu, et puis quelque chose qui pourrait avoir l'air d'être contre les pouvoirs. Mais pourquoi est-ce qu'on se réapproprie ça? Bah, pour faire des choses voilà, qui sont différentes, spécifiques, mais qui sont aussi bien de l'entreprise et de l'entrepreneuriat que des choses plus politiques, plus activistes. Mais ouais, on sent qu'à ce moment-là, la cyberculture, elle devient elle continue à être libertaire, mais elle commence à devenir un peu libertarienne. C'est-à-dire, elle commence à se dire, bah, en fait, c'est une espèce de zone de non-droit, c'est notre zone à nous. Et les gouvernements, les entreprises, pour le coup, on les tient un petit peu à l'écart, c'est notre truc à nous. Mais ce qui va sortir de ça, c'est pas forcément des mouvements politiques, mais plutôt des entreprises, en fait, hein, et des startups, hein. Hmm, d'accord. Et alors, vous avez cité les hackers. Parmi eux, on a les célèbres Anonymous. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à eux au point d'écrire un livre? Bah, là encore, le contexte était un peu spécial. C'était à la fin de l'année 2010. Vous savez, c'est le moment où naît la révolution de Jasmin en Tunisie, où il y a euh, ce, ce vendeur de légumes qui s'immole là Hmm. par le feu et où en fait les printemps arabes démarrent.
Donc moi j'avais déjà en ligne de mire, comme je suis un geek, l'importance des hackers, de l'éthique des hackers dans la création des technologies de certaines entreprises. Mais les mouvements des hackers, voilà, c'était soit il y avait les bons, avec les chapeaux blancs, comme on dit, et donc des gens comme Richard Stallman qui font de l'open source, des logiciels libres, et puis il y avait les méchants, ceux qui ont des chapeaux noirs et qui sont des pirates. Et je connaissais pas trop tous les niveaux de gris entre les blancs et les noirs. Et au moment des printemps arabes, en fait, c'est là aussi où Wikileaks de Julian Assange a beaucoup émergé. Et fin 2010, en fait, donc il y a eu cette espèce de répression immense qui s'est abattue sur Wikileaks, hein, où ils ont fermé le site, ils ont Mm. coupé les accès aux dons en carte bancaire sur le site. Et pour prendre la défense en fait de Julian Assange, bah, cette figure d'Anonymous que j'avais déjà croisée en 2008-2009, parce que ça date de 2008-2009, Anonymous, bah, en 2010, là, ils sortent du bois et ils disent, mais attendez, et ça fait écho à ce qu'on s'est dit avant, Internet, c'est pas un truc pour les flics ou pour les entreprises ou pour les gouvernements, c'est chez nous, Internet. Donc c'est toujours cette idée hein, de la déclaration de l'indépendance. Et donc, vous ne pouvez pas fermer Wikileaks parce qu'en fait, vous n'êtes pas chez vous. Et nous, donc, on va défendre et on va prendre la défense de Wikileaks. Et là, Anonymous commence à se politiser, alors qu'avant, c'était plutôt une bande de joyeux lurons qui faisaient des blagues, parfois des trucs un peu illégaux. C'était assez protéiforme comme mouvement. Et là, ils se politisent et ils se mêlent des printemps arabes, ils prennent la défense de Julian Assange. Ils commencent juste après aussi, c'est le moment d'Occupy Wall Street, où ils commencent à soutenir Occupy Wall Street. Donc on sent une politisation du mouvement des hackers et d'Anonymous. Et moi, à l'époque, je travaillais dans le monde des ONG et je me suis, en fait, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette communauté qui apparemment n'a pas de chef? Comment ils agissent? C'est quoi ce truc? Donc, j'ai voulu tout savoir, en fait, sur ces communautés-là, comment ça fonctionnait, dans l'optique de me dire que peut-être ça pouvait inspirer des modes d'action des ONG ou des Mm. syndicats. Et donc, voilà, c'était un peu bizarre comme idée. Mais donc, je me suis passionné pour cette communauté-là et complètement par hasard, j'ai rencontré un éditeur qui cherchait quelqu'un pour faire le livre. Et donc, je lui ai dit, bah, pourquoi pas moi, mais j'avais jamais écrit de livre et c'était pas prémédité, quoi. Ok, ah, c'est intéressant. Et quand ils disent c'est chez Internet, c'est chez nous, c'est tout le monde, ou bien Oui. c'est chez nous, hacker? Non, 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 c'est les internautes ou les citizens d'Internet, hein, les citoyens d'Internet. En fait, c'est une espèce de zone autoportante Oui, qui est une couche par-dessus la réalité et sur lequel, a priori, bah, les lois du monde normal ne s'appliquent pas. Voilà. d'accord. Ouais, Il y a il y a sa propre culture, ses propres lois, et parmi les lois, le seul point commun de tous les Anonymous du monde, hein, qui sont tous très différents, il y a des Anonymous de droite, de gauche, de tous les pays, enfin, c'est très très protéiforme. La seule chose qui les rassemble, c'est ça. C'est-à-dire de dire, il y a une liberté d'expression totale, hein, donc là on sent bien la vision américaine hein, de la liberté d'expression, et c'est une zone où tout est permis et où les pouvoirs en fait ne peuvent pas imposer leurs lois. ouais. C'est en quelque sorte un contre-pouvoir. Ça Ouais, pourrait être. voilà, ou Ouais. une zone, comme une zone d'autonomie temporaire, comme une ZAD. Vous voyez ce que je Mm, veux dire? C'était mm. la ZAD Anonymous, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire, et c'est pas que Anonymous, hein, ce qu'on disait au tout début dans les années 70, il y avait cette idée que qu'Internet est une ZAD. Donc une zone à défendre, mais aussi une zone d'autonomie temporaire, comme Hakim Bey pouvait la décrire. Donc voilà, un monde à part. D'accord. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi à infléchir certaines lignes et où en est ce mouvement actuellement? Eh bien, je dirais que Julien Assange, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est quelqu'un qui est un espèce de martyr hein, du hacking et de l'activisme politique. Mais en fait, il est arrivé à l'ensemble du mouvement Anonymous, qu'il est arrivé à Julien Assange. Donc, il y a eu une répression incroyable, hein, coordonnée de tous les services de renseignement, de toutes les polices du monde pour tuer cette idée que certaines personnes sur Internet pouvaient, grâce à leur pouvoir informatique, en fait, agir sur la sphère politique, revendiquer des choses, hacker des sites, faire passer des messages. Donc, il y a eu une répression énorme. Donc, ce mouvement-là est moribond un peu, hein. Il a vraiment quasiment disparu des espaces médiatiques et il y a eu ouais, une répression vraiment sans précédent euh, à tous les niveaux, un peu partout dans le monde. Donc ouais, ça a été assez difficile Ouais, pour ces mouvements-là. ouais. Ils ont néanmoins fait bouger des lignes, certaines lignes. Bah, c'était un débat, hein. C'est vrai que le sous-titre du livre, c'était Peuvent-ils changer le monde? J'ai Oui, l'impression que la réponse est non. Après, est-ce qu'ils ont fait avancer des choses? Je suis pas sûr.
En tout cas, ils ont influencé beaucoup les ONG, hein, parce que avant ces mouvements-là, les ONG, elles étaient assez partagées sur leur positionnement par rapport à Internet, au web. Et en fait, il y a beaucoup d'ONG qui ont repris certains thèmes d'Anonymous sur la liberté d'expression, la défense, par exemple, des journalistes dans des dictatures où Internet est fliqué, qui ont commencé à former les dissidents à la sécurité informatique pour que justement ils ne soient pas écoutés par les services de renseignement, des gens comme Reporters sans frontières, comme la Fédération internationale des droits de l'homme ou des gens comme ça ont commencé, même Amnesty International maintenant a une division lanceurs d'alerte Ah oui, quand numérique. même. Donc ça, je pense qu'ils ont eu une porosité avec le mouvement des ONG. Après, moi, je rêvais qu'il se passe avec l'activisme numérique ce qui s'est passé avec la grève dans le mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'au départ, c'était illégal. Ils se sont fait tirer dessus et je ne reviens pas là-dessus, vous connaissez ça mieux que moi. Mais après, voilà, le droit de grève est devenu institutionnel, quoi, hein. En tout cas, dans certains pays qui ont cette chance-là. Et là, bah, en fait, on a vraiment criminalisé l'activisme numérique en disant, bah non, c'est du piratage, c'est Hmm. pas de l'activisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc là, c'est vraiment les chefs d'inculpation, c'était vol de données, intrusion sur les serveurs, et pas du tout protestation ou activisme, quoi. Donc là, je pense que c'est un échec de ce point de vue-là, quoi. D'accord. Alors, Internet a été un outil extraordinaire de démocratisation de l'information, hein, je le rappelais dans l'introduction, mais on peut se demander s'il a apporté plus de conscience et on peut se poser la même question d'ailleurs à propos de l'intelligence artificielle pour le futur. Comment l'IA peut-elle infléchir nos représentations? C'est une grosse question. Euh, pour moi, la technologie et l'IA, c'est un cas particulier, mais qui est emblématique. Moi, je l'ai toujours vu comme un outil d'émancipation. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'il a aussi un côté oppressif. Je veux dire, c'est à la fois un outil d'inclusion, comme on peut l'utiliser à Simplon, c'est un outil d'empowerment, ou de capacitation très fort enfin, sous réserve qu'on y soit formé et qu'on sache l'utiliser. Mais c'est aussi un outil de soumission, de flicage, de surveillance. Et donc pour moi, l'IA, c'est vraiment le dernier avatar de ça. C'est-à-dire que à la fois, c'est des pouvoirs magiques, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à l'IA, faire des choses qui n'étaient pas du tout envisageables pour le commun des mortels avant, hein. Maintenant, avec des IA comme type ChatGPT, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est pas pour faire de la pub à ChatGPT. On peut générer des textes, des images, on peut aussi coder. Donc, ça démocratise, on va dire, certaines capacités qui étaient réservées avant à une petite élite de développeurs. Donc, ça nous donne des moyens d'action supplémentaires. Comme Wikipédia, c'est aussi un accès au savoir qui est assez formidable. Vous pouvez demander à un modèle de langage de vous expliquer l'informatique quantique comme si vous aviez 12 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant pour l'édification et l'émancipation des gens. Et en même temps, il y a une logique sous-jacente à l'IA qui peut être très toxique, hein, puisqu'elle est entraînée sur des données qui sont biaisées, donc elle porte en elle-même des biais. Elle reproduit aussi un système technologique et industriel qui est très à la main de certaines entreprises américaines. Donc il y a aussi des rapports de pouvoir dans l'IA. Donc il y a vraiment ce double côté, un peu, c'est le truc de Stigler, hein, c'est le remède et le poison. Et comment elle peut changer nos représentations? En tous les cas, les Euh, infléchir, parce qu'on a plutôt l'impression que les réseaux sociaux, finalement, on l'entend d'ailleurs beaucoup, hein, renforcent nos convictions, nos croyances, plutôt que de nous ouvrir, en fait, à l'altérité, à d'autres visions, du monde, en fait. Ouais, mais là, je pense que ça creuse un peu le même sillon parce que ce que peu de gens savent, c'est que bon, les modèles de langage hein, dont on parle beaucoup, en fait, c'est vraiment des maths, hein. C'est-à-dire c'est des statistiques, c'est des modèles statistiques qui prévoient, on va dire, quel est le mot le plus probable après le mot d'avant. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de très bête et de très pas intelligent là-dedans qui est vraiment statistique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces modèles-là, avant de les mettre dans les mains du grand public, ils sont ce qu'on appelle alignés. Et donc, en fait, il y a de l'apprentissage par renforcement, et donc on leur inculque, hein, sans les anthropomorphiser, on leur donne des guides et on leur donne ce qu'on appelle une constitution. Donc, en fait, des modèles comme ChatGPT ou comme d'autres, en fait, ils sont alignés par rapport à des valeurs qui sont encodées en fait dans le modèle.
Et ces valeurs-là, elles sont décidées par le constructeur du modèle. Et donc, elles sont très culturelles. Et donc, pour le Mhm. coup, c'est pour ça que quelqu'un que je respecte pas particulièrement, hein, qui est Elon Musk, dit que ChatGPT et GPT-4 notamment est woke. Et on a vu récemment aussi qu'il y a un modèle de création d'images de Google qui a été retiré du marché parce que on lui avait donné des injonctions à être un peu woke. Et donc, quand on lui disait, bah, je sais pas, dessine-moi une image d'un nazi ou d'un viking, il en faisait des noirs, des blancs, des asiatiques pour rajouter du woke. Donc, en fait, quand on utilise un modèle de langage, on utilise un modèle culturel aussi qui a été aligné avec des valeurs. Donc, on n'a pas accès à la constitution de ChatGPT, mais les constitutions auxquelles on a accès dans l'IA, par exemple, il y en a une qui est une IA qui s'appelle Claude, qui est faite par une entreprise qui s'appelle Anthropic et qui est un des vraiment leaders mondiaux derrière ChatGPT. Et l'article 4 de la constitution de ce modèle, c'est répond à l'utilisateur de manière sage, comme le ferait Martin Luther King ou Gandhi. Intéressant. Donc ça, c'est intéressant, mais là, on voit bien que, je sais pas, chez les Chinois, ce sera pas Martin Luther King ou Gandhi. Peut-être pas, non. Voilà. Donc en fait, c'est très, il y a du culturel là-dedans. Donc ça peut élargir le spectre des utilisateurs, mais on est dans un modèle euh, aligné, quoi. C'est-à-dire avec des guides, et donc vous pouvez pas faire dire n'importe quoi à un modèle de langage parce il a des barrières et il a été voilà, rééduqué quelque Mm. part par des humains. Et donc voilà, donc les représentations seront forcément limitées. De la manière que sur Facebook, vous ne pouvez pas, parce que Mark Zuckerberg l'a décidé, poster l'origine du monde de Gustave Courbet ou un téton de poitrine de femme. C'est considéré comme immoral sur Facebook, alors même que ça pourrait permettre de faire, je ne sais pas moi, de la pédagogie pour le cancer du sein ou je ne sais quoi. Oui. Donc voilà, vous êtes dans un Ouvrir à univers. l'art, Voilà. tout Donc vous êtes simplement. dans un univers qui est bloqué par le D'accord. constructeur et par le. Donc voilà, ça peut limiter les représentations. Mm. Oui, complètement. Puis on ne le sait pas forcément, ça. Donc effectivement, Non. c'est très intéressant. Ouais. Notre société est encore très hiérarchisée, avec une large concentration des pouvoirs sur une minorité, hein, que ce soit qu'on parle de démocratie représentative ou bien du monde du travail. Quel impact l'IA peut-elle avoir sur l'ordre social selon vous et donc sur la distribution des places, des rôles et des pouvoirs? Bah, c'est vraiment un sujet qui me passionne, moi, depuis 25 ans, hein. Quand j'ai fait mon mémoire de sciences politiques, c'était la reproduction des élites dans le système des grandes écoles. Et, euh, et la technologie, pour moi, je suis mal à l'aise parce que pour mon cas personnel et pour tous les gens que j'essaye d'impacter dans ma vie, mais moi, je suis un tout petit rouage, hein, en fait. Je démontre que la capacité d'empowerment qui est liée à l'acquisition des compétences numériques ou informatiques, elle permet de créer une mobilité sociale qui hack en fait le système de stratification. Ça a été vrai pour moi en tant que transfuge de classe, mais c'est vrai pour tous les gens qui passent à Saint-Plon, là, les 30 000 personnes. Mm. C'est des gens, en fait, c'est un peu une rhétorique mon truc, mais c'est de dire, en fait, quand on maîtrise l'informatique, le numérique et l'IA particulièrement, en fait, ça donne des pouvoirs magiques qui vous permettent, en fait, de vous émanciper, d'avoir des raccourcis, peut-être de faire oublier que vous n'avez pas les bons diplômes ou pas la bonne origine, parce que c'est des compétences qui sont tellement clés, tellement cruciales et tellement empouvoirantes que, en fait, vous démultipliez votre capacité d'action et vous arrivez à casser un petit peu les plafonds de verre, les planchers qui collent et tout ce que vous voulez. Mais je peux pas, parce que je suis honnête, me dire que c'est quand même pas marginal, quoi. C'est comme cette histoire de transfuge de classe. C'est-à-dire que oui, il est possible que des enfants d'ouvriers atteignent des niveaux de qualification et de classe sociale importants, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que Mm. on est quand même dans un système très stratifié, très inégalitaire. Donc, mon idée de dire que la technologie est émancipatrice, c'est vrai, mais c'est pas vrai de manière massive. Ça vient pas contrecarrer le côté pyramidal et très stratifié. Mais c'est quand même un levier extrêmement puissant et ça va l'être de plus en plus. Oui. Donc, ça, c'est pour la partie mobilité. Et puis après, il y a la partie citoyenneté. Mm. Moi, je pense que dans une société numérique où c'est le numérique qui détermine tout, hein, où les algorithmes de Parcoursup à Google, en fait, déterminent qui on fait, ce qu'on fait de notre vie, ce qu'on voit, comment on s'informe, ne pas comprendre comment ça fonctionne et ne pas avoir euh, des capacités à pouvoir décortiquer les choses, c'est pour moi vraiment un truc qui, où on va subir les choses au lieu de les maîtriser. Et ça peut être aussi quelque chose qui devrait être beaucoup plus développé parce qu'on fait plutôt des consommateurs et des utilisateurs de numérique plutôt que des gens qui créent avec le numérique et qui savent ce qu'ils font quand ils font des choses.
C'est très vrai, ça. Ça, c'est sûr. Et alors, l'IA, vous l'avez un petit peu évoqué, mais l'IA ne risque-t-elle pas de générer de nouveaux ordres établis qui nous apparaissent rapidement comme des plus naturels et qu'on finira par ne plus questionner finalement? Ouais, ouais, complètement, c'est le risque, hein. Et d'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus préoccupé par ça que par les soi-disant risques existentiels où les IA prendraient le contrôle du monde Mm. et nous domestiqueraient comme dans Matrix ou comme dans Terminator, hein. Tout ça, c'est du marketing, hein, pour attirer l'attention sur les gourous là, de l'IA. Et puis, ça parle à nos peurs, hein. Mais pour moi, les vrais problèmes, ils sont effectivement plutôt à ce niveau-là. Il faut savoir que le monde de l'IA, en fait, c'est une poignée d'entreprises, hein, qui font la pluie et le beau temps. Donc on les connaît, elles sont hyper connues, mais aussi il y a une consanguinité donc, en termes de pays, en termes d'entreprises, mais aussi en termes de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce monde-là tient dans un mouchoir de poche de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes au niveau mondial qui passent d'entreprise à l'autre, c'est comme une espèce de mercato. Et en fait, il n'y a que 1000 personnes qui comprennent exactement comment faire des modèles d'IA, comment ils fonctionnent, et donc, c'est sur eux, en fait, que sont déversés ces milliards et des milliards de dollars qui agitent tout le monde en ce moment. Et donc, voilà, il y a une consanguinité nationale, hein. Donc, il y a les États-Unis, les Chinois, et puis nous qui essayons de nous frayer un chemin en ergotant qu'on pourrait faire comme les Américains ou comme les Chinois, ce qui n'arrivera pas plus sur les moteurs de recherche que sur le cloud, que sur l'IA. Il y a cette consanguinité de personnes là, hein, qui est quand même assez gênante. Et puis, il y a une consanguinité idéologique aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'on s'est dit sur la cyberculture, voilà, les libertaires et les communalistes du début, ils sont quand même assez loin maintenant, hein. Mm. Ceux qui ont pris la main, c'est plutôt les libertariens. C'est ce qu'on appelle l'idéologie californienne, hein. Donc, make the world a better place. Là, on va changer le monde par la technologie. Mais en fait, voilà, le monde qui change, c'est surtout celui des gens qui habitent la région de San Francisco et qui s'enrichissent, et pas forcément la vie des, je sais pas, des 8 milliards de personnes sur Terre. Donc il y a dans l'IA aussi une idéologie qui est très forte de cette quête de ce qu'ils appellent l'intelligence générale artificielle, là, l'AGI, donc une IA qui serait plus intelligente que les humains. Donc il y a une espèce et c'est très américain, ça aussi, de côté très religieux, de se dire qu'on va arriver à créer un nouveau dieu technologique, hein. C'est lié à tous ces mouvements aussi transhumanistes, extropiens, long-termistes. Il y a une idéologie très très forte dans l'IA. Et donc il faut absolument se méfier de ça, quoi, de cette consanguinité et de cette idéologie sous-jacente. Et là, je ne vais pas me renier. Je pense que le seul moyen de casser ça, c'est d'apprendre aux gens, en fait, qu'est-ce que c'est l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment c'est fait, qui la fabrique, et puis de créer de la diversité. C'est-à-dire que oui, il faut des modèles chinois, des modèles français, des modèles américains, et il faut de la diversité, quoi. Ok. C'est les moyens pour se prémunir de ce risque, parce que Pas comme finalement, le oui, pluralisme, ouais, voilà, c'est en ça. démocratie, quoi. Ouais, S'il y a ouais. qu'un syndicat ou qu'un parti, c'est compliqué. Là, en ce moment, sur l'IA, il y a un parti dominant, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même des contre-pouvoirs au-delà de notre petit pouvoir à chacun, effectivement, de comprendre le système et de pouvoir agir, mais est-ce qu'il y a néanmoins des contre-pouvoirs un peu plus institutionnels? Bah, il y en a, hein. Donc les deux principaux, c'est donc la régulation. Oui. Au niveau européen, il y a l'AI Act là, qui a été voté et qui va contraindre en fait les grosses entreprises plutôt américaines, mais ça peut être le cas aussi des entreprises chinoises, à pénétrer le marché américain, le marché européen, donc comme un peu le RGPD, hein, sur les données. Donc ça va être intéressant. Mais comme le disait Peter Thiel, qui est un des parrains de cette idéologie californienne, là, c'est le fondateur de PayPal. Il dit en fait il y a une course mortelle entre la politique et la technologie, mais on sait très bien qui va gagner parce que c'est la technologie qui va plus vite que la politique. Et donc, une fois qu'on a fait les High Act à 27, on a bien galéré, on a mis des années pour le faire. Je ne dis pas que le truc est déjà obsolète, mais je veux dire, la technologie va plus vite que la politique. Donc, donc ce moyen-là de la régulation, je pense qu'il est important, mais qu'il est décalé. Et l'autre, c'est quelque chose que les Américains ont beaucoup promu et ils ont joint l'acte à la parole, mais ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, c'est les lois antitrust. C'est leur capacité à casser des monopoles, hein, comme ils l'ont fait avec AT&T sur les télécoms dans les années 80.
Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en cours hein, pour casser le monopole de Google, celui d'Apple sur certains trucs. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, sachant que c'est un outil de soft power qui est ultra puissant hein, pour les États-Unis, hein, d'avoir des entreprises aussi dominantes. Eh oui. Mais voilà, c'est le deuxième moyen, c'est voilà, il y a la régulation et puis le fait de faire de l'antitrust. Mais beaucoup de gens disent que même si on coupait Google en 15 petits bouts, au lieu d'avoir un énorme truc, la situation de monopole en fait serait fragmentée, mais elle continuerait. Donc ça, c'est assez préoccupant, ouais. Mm. Ça questionne beaucoup, oui. Et au niveau individuel, comment bien utiliser l'IA pour ne pas tomber dans l'illusion d'une liberté accrue par le seul miracle des algorithmes? Bah oui, oui, là c'est vraiment, c'est hyper important que dès le plus jeune âge, moi je fais ça avec des enfants à partir du collège par exemple, jusqu'à des retraités et tout le monde, soit acculturé, sensibilisé, qu'on prenne le temps. Moi je suis stupéfait qu'on prenne les gens pour des gogos et qu'en fait on se dise bah non on va pas leur expliquer ce que c'est que l'IA parce que c'est trop compliqué, genre ils vont pas comprendre. Bah, bien sûr que si, enfin, c'est qu'une question de pédagogie. Et donc moi je passe beaucoup d'énergie et je pense qu'il faut le faire, à expliquer aux gens ce que c'est que l'IA, comment on crée un modèle de langage, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire de statistiques, d'alignement, de valeurs qui sont codées dedans. Et une fois qu'on sait comment les choses sont fabriquées, en fait, on les subit moins, on sait ce qu'on peut attendre d'elles et ce qu'on peut ne pas attendre, et quels sont les bons usages, et puis aussi quelles sont les précautions, qu'est-ce qui se passe quand on rentre quelque chose dans ChatGPT, je veux dire, où vont les données, qui les utilise, donc tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Moi, on me dit souvent, oui, mais attends, on conduit des voitures tous les jours et personne n'est mécanicien, on ne sait pas comment marche le moteur, mais ça n'est pas du tout comparable. Mm. Je veux dire, la voiture, c'est effectivement peut-être un outil. Il n'est pas neutre du tout, hein, parce qu'il y a une société de la bagnole avec le pétrole, les routes et tout ça. Mais dans le numérique, c'est beaucoup trop pervasif, invasif et omniprésent. Et ça touche à des trucs beaucoup plus fondamentaux que juste une bagnole. Donc, la comparaison pour moi est pas probante. Donc, il faut édifier les gens, émanciper les gens, qui puissent se saisir de ces outils, en comprendre tous les aspects. Et ça évitera bah, ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire le côté c'est génial, c'est super, etc. Mais ça évitera le contraire aussi. C'est-à-dire le côté ouh là là, c'est terrible, je vais perdre mon job, c'est Terminator, on va tous mourir, je sais pas quoi. Et ça évitera surtout aux gens de penser que l'IA est intelligente. Ce Mm. n'est absolument pas le cas. Mm. Et C'est des qui formes voit. d'intelligence qui sont très très différentes de celles des humains. Donc il y a une espèce d'auto-humiliation que j'aime pas du tout à se soumettre là comme ça à un truc qui serait soi-disant intelligent, alors que ce sont des programmes informatiques, mathématiques, comme des bagnoles, quoi. C'est des outils. Donc ça, il faut absolument que les gens reprennent la main là-dessus et reprennent ouais, reprennent le dessus en fait sur la technologie. Parce que tous les discours de c'est magique, c'est génial, ça fait tout, c'est plus intelligent que vous et, et vous allez en avoir besoin forcément, bah, tout ça, ça se déconstruit, quoi. Ah oui, oui. Est-ce que vous êtes entendu par le gouvernement quand vous parlez d'éducation justement de la population à l'IA, enfin la compréhension de ce qu'est l'IA et comment ça fonctionne? Alors oui, oui, moi j'ai été multiplement auditionné et donc il se trouve qu'il y a une actualité. Il y a 3 jours en fait est sorti le rapport gouvernemental de la commission IA instaurée par le gouvernement qui a été remis à Emmanuel Macron. Donc ça s'appelle Une ambition pour la France. Voilà. Mhm. Et dedans, il y a un plan à 27 milliards. Donc on se demande bien où ils vont trouver les 27 milliards vu qu'ils cherchent à en économiser 10, hein, voilà. Mais peut-être que pour l'IA, là on aura des sous, hein, peut-être, oui, bien sûr. Et donc, dans ces 27 milliards, il y en a, selon les calculs, entre 5 et 10, hein, donc c'est quasiment presque un gros tiers, qui est consacré à la formation de tout le monde. C'est-à-dire Ah oui. les salariés, les enfants, les machins, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle sur les sujets d'IA. Donc, tout le monde a identifié que c'était quelque chose de très important. Ceci dit, je pense que cet effort d'éducation, il est, on le voit bien dans le rapport, surtout dirigé pour bah, pour que les entreprises puissent recruter des gens, pour que ce soit qu'on soit des utilisateurs, connaisseurs. Je suis pas sûr que le côté empowerment et émancipateur soit un peu là. C'est plutôt pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment les utiliser et comment alimenter un peu la Mm, machine. Donc, mm, mm. en tout cas, c'est quand même notable d'investir là-dessus.
Et de pas se dire, bon, bah, c'est pas grave, il y a des gens qui prendront pas le train, bah, tant pis pour eux, quoi. Donc ça, c'est Ouais, quand même... ouais. Même si c'est pas tout à fait de l'éducation citoyenne dans le dans c'est l'esprit, ça. mais bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe, c'est déjà pas mal. Ok. Alors pour finir, vous œuvrez vous-même pour plus d'inclusion et plus d'égalité, vous l'avez dit, à travers la mission de Simplon, l'école de formation numérique donc, que vous avez co-créée. À quels ordres établis vous confrontez-vous vous-même et à quels antidotes avez-vous recours justement dans le cadre de Simplon? Alors vous avez évoqué effectivement les principes qui amènent à de la reproduction sociale notamment, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Oui, oui, il y en a vraiment plein, hein. C'est-à-dire qu'on a une activité qui est très très compliquée bon, à financer, puisque comme vous l'avez dit, tout est gratuit chez nous. Donc il faut bien trouver quelqu'un qui paye à la place des gens. Donc ça, peu importe. Mais on a trois principales difficultés sur lesquelles je pense qu'on est encore en échec, hein. Donc on n'a pas du tout résolu le problème. La première, c'est le fait de convaincre les gens qui sont susceptibles de faire nos formations. C'est-à-dire qu'il y a un syndrome de l'imposteur, il y a une autocensure et les gens sont persuadés que le numérique, c'est pas pour eux, c'est trop compliqué, que c'est pour les forts en maths, que c'est pour les diplômés, que c'est pour les hommes et pas les femmes, les jeunes et pas les vieux, les blancs et pas les gens racialisés. Donc on a vraiment, on met beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les gens que bah si, c'est gratuit, c'est pour eux et tout le monde est bienvenu et on peut devenir informaticien, développeur, data machin, cybertruc. Donc ça, c'est la première bataille. Et elle n'est pas gagnée, hein. C'est très très difficile quand on va en mission locale, dans les quartiers, dans les zones rurales, en outre-mer. Les gens, on a du mal à sourcer, comme on dit, donc ça c'est super gênant. La deuxième chose, c'est bah, l'autre bout de la chaîne de valeur, c'est que les entreprises jouent modérément le jeu de la diversité. Et je fais presque une litote là-dessus, hein. Euh, il- les entreprises, elles n'embauchent que de la diversité de luxe. C'est-à-dire qu'en Hmm. France, par exemple, on a l'omniprésence du diplôme, hein, comme ségrégation sociale. Bah, alors même qu'elles ont des pénuries et qu'elles disent à corps et à cri qu'elles n'arrivent pas à recruter, qu'elles sont freinées dans leur développement parce qu'il n'y a pas assez de gens, mais en fait elles sont bloquées sur les bac+4, bac+5 et quand c'est des femmes, bon bah c'est cool mais bon c'est un peu bizarre et quand elles sont voilées, alors là, attention, et quand c'est pas le stéréotype du geek, du jeune mâle blanc ingénieur, et ben ça passe pas. On a hyper du mal à les convaincre de changer leur méthodologie de recrutement et d'ouvrir un peu à des publics en diversité. Donc ça, c'est la galère. Et puis le dernier, qui n'est pas des moindres, c'est que on est financé dans le cadre de politiques publiques et donc on est un petit peu à la merci des injonctions et des changements de barre des régions, du gouvernement. Et donc là aussi, on a un petit peu du mal à s'émanciper de ça, puisque c'est la base de notre financement, hein. Et, euh, et donc, ouais, c'est assez compliqué ce qu'on fait, mais on lâchera pas. Et les antidotes alors? C'est la Ben, les pugnacité? antidotes, c'est la démonstration par l'exemple. On fait oublier que la personne n'a pas de diplôme parce qu'en fait, en montrant ce qu'elle sait faire, et ben, en fait, manifestement, peu importe qu'elle soit pas blanche, pas mâle et pas. Donc ça, c'est voilà, il y a quand même une tension de recrutement qui fait que les gens ils sont quand même comme ça et donc ils sont obligés de voilà donc ça voilà par l'exemple, par la contagion aussi. Il y a une entreprise qui le fait, alors pourquoi pas moi? Parce que sinon je vais perdre de la place ou de la après, clairement, sur le financement, on divise pour mieux régner. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à la main d'une région ou d'un gouvernement, on fait des cofinancements. Et donc, il y a un petit peu de philanthropie, un peu d'Union européenne, un peu d'entreprise, et puis un peu de région, un peu d'État. Donc, ce qui fait que personne ne dirige en fait les programmes de Simplon parce qu'ils ne sont pas monofinancés par un financeur. Et l'antidote pour convaincre les gens qui sont capables de le faire, celui-là, il est assez simple, même s'il n'est pas évident à mettre en œuvre, c'est qu'il faut prendre le temps de leur expliquer les choses et surtout les mettre en situation et leur faire mettre les mains dans le cambouis, quoi. À partir du moment où vous avez un petit peu de temps avec quelqu'un pour lui expliquer ce que c'est que l'IA ou l'informatique et que tout de suite vous pratiquez et que immédiatement il y a quelque chose de jouissif en disant bah ça y est j'ai compris, ah bah oui mais en fait si, ah bah tiens, ah puis je peux faire ça, ah puis c'est cool, ah puis en fait j'y arrive, c'est valorisant, alors là c'est tout gagné. C'est-à-dire que là les gens se disent on met une pièce dans la machine et là après ils sont convaincus parce qu'on a passé, on a cassé cette barrière-là et donc bah, ils voient très bien qu'ils sont largement capables. Mais comme, je sais pas, les citoyens ont oublié qu'ils pouvaient être gouvernés, mais aussi gouvernants, bah, les utilisateurs, ils peuvent être aussi créateurs.
Donc on peut très bien, on peut coder, puis on n'est pas obligé que de coder, hein. Il y a plein de manières créatives. Qui sait qui peut modifier une définition sur Wikipédia et rajouter son propre savoir s'il voit une erreur sur Wikipédia ou je sais pas quoi. Les gens souvent lisent Wikipédia, mais ils s'imaginent pas qu'ils peuvent contribuer. Mais c'est exactement pareil. En fait, si personne explique aux gens qu'ils peuvent produire du savoir et pas juste le consommer, ou produire du numérique au lieu de le consommer, ils vont pas être enclins à le faire. Donc voilà, on fait pratiquer et quand les gens ont les mains dans le cambouis, en fait là, Ça ils se marche. révèlent ouais. Et ça marche bien. Et on peut Ouais. avoir je sais pas, des puéricultrices, des bûcherons, des gens qui étaient hôtesses de caisse en grande distrib. Et en fait, on leur montre comment ça marche Python et elles adorent. Parce qu'elles se disent, mais oui, c'est génial, ça me plaît. En fait, c'est pas des maths. En fait, il y a des résultats qui sont produits quand je fais quelque chose et c'est moi qui l'ai fait et c'est super valorisant. Mm. Mm. De beaux exemples d'ordres établis et merci pour ce partage effectivement d'antidotes, en tous les cas les vôtres, c'est toujours intéressant. Écoutez, merci Frédéric pour cette rapide traversée du temps qui nous a permis de revenir aux origines du web. Merci aussi pour cette prise de hauteur sur l'impact des révolutions numériques sur l'ordre social. On voit bien que l'IA peut être un levier d'émancipation ou de régression, hein, vous avez insisté là-dessus. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous aviez coécrit en 2011, Anonymous peuvent-ils changer le monde? Pour ceux qui s'intéressent aux fondements sociaux et culturels de ce mouvement en lien avec le développement du numérique. Un grand merci. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.